je vais dans un premier temps un peu compléter de façon totalement congruente l'état des lieux tel que Christelle vient de le dresser. Et vous allez voir, c'est pour montrer qu'on est dans un moment extrêmement charnière, c'est-à-dire qu'effectivement, les détenteurs de ce capitalisme sauvage, d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, acceptent un peu le même diagnostic que celui qu'on accepte. Par exemple, la fine pointe du capitalisme aujourd'hui ne nie pas qu'il y ait un anthropocène, c'est-à-dire qu'on est en train effectivement de changer très profondément les conditions d'habitabilité de la planète. Simplement, là où on le voit nous de façon pas très drôle, eux veulent nous vendre le bon anthropocène. De même, ils sont d'accord sur le fait que la croissance telle qu'on l'a connue, c'est fini. Mais effectivement, d'ailleurs, vous venez d'en entendre une preuve, ils cherchent des domaines où on peut quand même prolonger une certaine forme de croissance. Là, par exemple, avec la marchandisation de la nature. L'idée du TAFTA, du CETA, etc., c'est la même chose. C'est-à-dire ménager, en essayant d'interdire l'expression de certains citoyens, de ménager des marchés nouveaux pour essayer d'entretenir, très mollement, mais pour eux c'est vital, d'essayer d'entretenir le feu de la croissance. Et par rapport à ça, on a des populations, je vais y revenir, qui sont, enfin des sociétés en général, qui sont extrêmement divisées. Alors déjà, je vais partir du premier constat, et tout ça, ça sera pour arriver à proposer une forme de solution, enfin solution, c'est beaucoup dire, mais une forme de stratégie, comment on peut quand même arriver à réformer la société face à des forces pareilles, et avec des opinions publiques qui sont traversées par des divisions qui sont aujourd'hui extrêmement puissantes. Et on en est en quelque sorte l'exemple ici, puisqu'il y a nous autres ici, les d'économistes, et puis le cercle des économistes à côté. Ben voilà, ça illustre vraiment les différences que nous avons. Je vais déjà repartir de l'accord de la COP 21, hein, dont on a fait des gorges chaudes, en disant c'est un grand pas en avant, etc. Ouais, sans doute c'est un pas en avant, ça, je pense que c'est vrai. Mais il reste extrêmement modeste. Dites-moi ce qui... de façon générale, depuis alors déjà l'accord par acclamation à Paris, la signature à New York au mois d'avril par 175 pays, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez vu des choses changer autour de vous? Peu. Je pourrais vous dire qu'au contraire, ce qui a changé, c'est plutôt ce qui va dans l'autre sens. Je vais vous donner une série d'exemples. Très rapidement, la Cour suprême américaine a mis fin au projet d'Obama pour instaurer des politiques carbone sur le plan purement réglementaire. En France, Christelle vient de vous dire ce qu'il en est de la loi sur la biodiversité. Vous avez compris que la nature n'a pas tellement de quoi s'en réjouir, que cette loi qui prétend protéger la biodiversité, au contraire, la voue plus encore à la marchandisation. Mais pire que ça, la loi de transition énergétique a été réduite à pas grand-chose. Notre-Dame-des-Landes va se faire, etc. La seule bonne nouvelle qu'on ait depuis cet accord à Paris, c'est il y a quelques mois, la Chine a déclaré qu'elle arriverait à piquer, c'est-à-dire atteindre un maximum de ses émissions avant la date incluse dans ses INDC, c'est-à-dire avant 2030, ce qui est effectivement pas une mauvaise, nouvelle. Mais c'est la seule bonne nouvelle qu'on ait. Et dans le même temps, on a au contraire une montée plutôt dramatique des enjeux. C'est passé quasi inaperçu, la presse en a presque pas parlé, mais depuis le début de l'année, on commence à réviser, on va devoir peut-être réviser nos modèles climatiques, c'est-à-dire renforcer ce qu'on appelle la sensibilité du système climatique au degré de concentration d'émissions de gaz à effet de serre qu'on introduit dans l'atmosphère. Et si c'est connaissances nouvelles sur les nuages, où en fait, vous savez, les nuages ont toujours été un point d'incertitude, mais on pensait que l'effet renvoi des nuages, avec les cristaux de glace qu'ils comprennent, de l'énergie solaire dans l'espace, était plus important que l'aspect effet de serre dû aux gouttelettes d'eau. Et il semblerait que ce soit l'inverse. Si tel était le cas, là où on aurait eu 4 degrés d'élévation moyenne, par exemple, comme scénario à la fin de ce siècle, on aurait ensuite,
pas 4, mais 5, 3 degrés. Alors autant vous dire que l'engagement d'un 5, déjà, qui franchement est très fragile, quasi inaccessible, mais au moins l'engagement des 2, qui n'était pas encore impossible, bah là devrait être misé aux oubliettes, qui serait tout à fait dramatique. Mais voilà, ces choses-là ne sont pas encore confirmées. Alors, ça, c'est pour l'entrée. Maintenant, sur le paysage politique, on l'a vu avec le Brexit, on est dans une situation qui est très très particulière et qui est une forme d'aboutissement de ce néolibéralisme que nos amis d'à côté continuent à défendre. On voit bien avec le Brexit que vous avez une division, enfin une polarisation des opinions publiques. Le Brexit, c'est d'une part une polarisation géographique énorme. Vous avez Londres d'un côté, l'Écosse, le nord de l'Irlande qui reste pro-européen et le reste de l'Angleterre qui est non-européen. C'est très marqué. Vous avez une polarisation en termes de classe d'âge. Ce sont les gens les plus âgés qui ont voté pour le Leave, pour le fait de quitter l'Europe. Et les gens jeunes qui ont plutôt voté pour le Remain, pour rester au sein de l'Europe. Et au-delà de ces polarisations-là, vous avez une polarisation beaucoup plus forte et autour de laquelle aujourd'hui tout se joue, même si on nous le dit assez peu. Parce que cet élan des multinationales qu'on fait tout pour conforter, bien aujourd'hui, c'est encore un peu celui d'Exxon, Total, etc. Mais c'est beaucoup aussi celui des GAFA. Google, Apple, Facebook, etc. Sachez que ces industries-là sont la première cause, la cause la plus importante d'augmentation de la consommation d'énergie aujourd'hui. Et qu'ils sont porteurs de ce qu'on appelle le transhumanisme. Et en fait, ils sont tout à fait porteurs de ce que j'ai appelé tout à l'heure le bon anthropocène. Pour ces gens, il n'y a pas de problème. On va faire du fric de tout. À commencer par le changement climatique. On veut faire de la géo-ingénierie. Et je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, je peux même vous les donner maintenant, je ne les redonnerai pas tout à l'heure, mais du côté, si vous voulez, de l'imaginaire transhumaniste, vous allez voir à quel point on en arrive à des choses qui sont relativement cinglées. Par exemple, j'ai pu lire dans la littérature récemment, mais c'est génial un exosquelette. On va pouvoir faire travailler les travailleurs largement au-delà de leur seuil de fatigue. Et j'ai encore lu mieux. Mais c'est génial, on va faire des avatars qui vont continuer à gagner du fric lorsqu'on sera mort. Vous imaginez jusqu'où ça va. Et là, derrière, vous allez me dire, mais ils nous embêtent avec ces conneries, c'est des cinglés. Oui, peut-être. Simplement, ils sont beaucoup plus riches que vous et moi. Et dans ce genre de cinglerie aujourd'hui, on y met des centaines de milliards de dollars. J'habite Lausanne. Alors Lausanne, c'est très bien pour ça, parce que d'un côté, il y a mon institution, l'UNI, l'université. On reste avec les vieilles valeurs. On veut défendre le monde, la vie, le sens. Et dans la boutique d'à côté, beaucoup plus riche que nous, le PFL, ils sont sur un tout autre programme. L'amélioration humaine. On ne mourra plus bientôt. Bon, etc. Et je vous en passe, et des meilleurs. Alors, une des raisons aussi qui est derrière tout ça, je voudrais quand même y revenir maintenant très rapidement, eh bien, c'est que quand même, et c'est ce qui rend un peu tous ces gens fous, et c'est ce qui va les amener à chercher toutes les extrémités, on vient de le voir avec la question du prix de la nature, je crois que ça vous a été très bien démontré, eh bien, c'est parce qu'on est quand même relativement dans la mouise. Et pourquoi est-on dans la mouise? Eh bien, c'est parce que, d'une certaine manière, effectivement, depuis la fin des 30 Glorieuses, donc depuis cette même charnière du début des années 70, irrémédiablement, dans les pays de l'OCDE, la croissance se tasse de décennie en décennie. Est paru il y a peu de temps le gros pavé de Robert Gordon, un économiste américain néoclassique, donc il pourrait bien être à côté, mais en fait, son analyse est quand même extrêmement intéressante. Lui ne parle pas de décroissance, les flux de matière, ne connaît pas bien ce que c'est, mais il parle au moins de croissance faible séculaire. Et sa démonstration est assez intéressante, hein. Je vais vous la résumer en 2 points, mais le premier point, c'est qu'en quelque sorte, on a irrémédiablement mangé notre pain blanc. Parce qu'effectivement, derrière
tous les envolées successives, les vagues successives de croissance qu'on a pu connaître, il y a deux phénomènes qui sont, enfin, des types de phénomènes qui ont la caractéristique d'être systématiquement one-shot. Premièrement, effectivement, on a mis au point des moteurs, c'est-à-dire des façons d'utiliser l'énergie de la nature, et on n'en a pas d'autres en vue. Et puis, effectivement, quand on accède à un habitat plus grand, quand on accède à des hôpitaux qui fonctionnent mieux, etc., au bout d'un moment, on l'a fait une fois, on ne va pas le refaire. Et selon lui, c'est la raison pour laquelle la croissance est durablement faible. Et là, je ne parle pas d'environnement, mais tout de suite sur la question de l'environnement quand même. Ça vous a été dit par Christelle, etc. La croissance verte, j'espère que vous n'êtes pas naïf au point de croire que ça existe, la croissance verte. La croissance, c'est tout simple, hein, c'est la croissance du PIB. La croissance du PIB, elle ne se détache pas d'une croissance de la consommation d'énergie. Elle a même explosé au monde dernièrement. Et la croissance débouche sur la croissance des flux de matière. Alors, elle est un peu moins grande. Si vous voulez, grosso modo, pour 10% de croissance du PIB à l'échelle mondiale, vous avez 6% de croissance des flux de matière. Ils continuent même à croître dans des pays comme les nôtres, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, etc. Ça, c'est déjà même plus étonnant. Mais bon, évidemment, vous avez mis ces 4%, c'est pas difficile à les comprendre. Tout n'est pas quand même directement connecté. Si vous allez à pied ou à bicyclette chez votre psychiatre, effectivement, il y a un échange, une transaction monétaire, ça se traduit dans le PIB. Les flux de matière derrière sont quand même assez faibles, surtout si vous y allez à pied. Mais bon, quand même 6%. Je ne veux pas revenir sur les choses que j'ai dit hier, mais ça, c'est vraiment extrêmement, si vous voulez, extrêmement important. Alors, il y a aussi autre chose qui est derrière. Ça, je suis désolé, c'est une redite par rapport à ce que j'ai dit hier à la librairie Goulard, mais en même temps, ça, je voudrais aussi le dire, dans ce paysage de croissance faible, on a d'un côté les gens qui veulent à tout prix, prendront tous les moyens, y compris nous faire travailler après notre mort, vous l'avez compris, pour continuer à gagner de l'argent. Et alors, c'est totalement insensé. C'est-à-dire, ça n'a plus aucun fondement. Et je pèse mes mots, les politiques qui vous disent autre chose se paient votre poire. Mais ça, ils sont très doués pour le faire. Et on va voir tout de suite, très rapidement, pourquoi. Parce que ce qu'ils veulent, que ce soit pour vous quelque chose d'important et que vous continuez à adhérer, c'est-à-dire effectivement cette fichue croissance, grosso modo depuis 40-50 ans, a fini par ne plus donner aucun des fruits qu'elle donnait et qu'elle a vraiment donné, et qui fait que les gens pensent qu'effectivement, si on en sort, c'est dramatique. On va commencer par, quand même, qu'est-ce qu'on recherche tous sur Terre? C'est le bien-être. Vous n'avez pas un politique qui vous dira « Mesdames, messieurs, après mon mandat, vous vivrez plus mal. Si vous en trouvez un, amenez-le-moi. Il faut le soigner de manière... De toute façon, les électeurs vont le soigner très rapidement. Ils vous diront bien « Ah, attendez, pour vivre mieux dans 15 ans, vous devez vivre plus mal aujourd'hui. » Ça, ils vous la servent très facilement et très longtemps. Mais enfin bon, de manière générale, ce qu'on constate, c'est que la corrélation qui était facile à comprendre, remettez-vous au sortir de la guerre. Et bien là, effectivement, chaque point de PIB pouvait se traduire par un accroissement du bien-être. Accès à des services qui fonctionnaient, accès à l'hôpital, accès à la santé, mobilité, machin, appartement plus confortable, mieux chauffé, tout. Bon, ok, c'est vrai. Oui, moins de pénibilité du travail, etc. On pourrait associer beaucoup de choses. Et puis, depuis les années 70, souvenez-vous, ceux qui ont comme moi des cheveux blancs, moi j'avais 20 ans, dans les années 70, franchement, j'étais heureux. Je ne vois pas en quoi j'ai gagné avec mon iPhone. Bon, pas franchement, foncièrement. Et effectivement, le premier économiste à montrer ça, c'est un économiste américain, Richard Esterlin, dès le début des années 70, puis alors aujourd'hui, ils sont des légions. C'est les économistes du bien-être. Ben non, ça ne marche plus. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que les deux courbes s'éloignent et qu'elles deviennent parfois contradictoires. Christelle rappelait tout à l'heure les propos de notre cher ministre de l'Environnement, qui est une écologiste hors pair, comme vous imaginez bien. Croissance, emploi. Elle se fout de vous. Mais elle se fout totalement de vous. Ça fait 20 ans que ça ne marche plus. Vous m'entendez bien? 20 ans. La croissance aujourd'hui, c'est systématiquement
une destruction nette d'emplois. Vous prenez les pays de l'OCDE, c'est 47 millions de chômeurs. 47 millions de chômeurs. Sans compter les pauvres, je vous donnerai des chiffres tout à l'heure. Mais, donc là, ça ne marche pas. Et puis, dernière chose qui ne marche pas, et là, je vais quand même vous donner pas mal de chiffres, j'en suis désolé, il faut que je les retrouve, sinon je vous les donnerai de mémoire. Mais là aussi, autre chose très problématique, ce que nous promettaient ces gens, c'est que la croissance allait réduire les inégalités. Ils vous vendent toujours ça comme ça. Alors, au moins depuis 2008, c'est faux, c'est probablement faux depuis plus longtemps. Je vais vous donner un simple chiffre qui vous le montrera. En fait, les 50 dernières années, le PIB américain a cru de 260%. Sur ces 260%, seuls 20% sont allés dans la poche des ménages. Et puis encore, il faut vous poser la question, lesquels? C'est évidemment, ça change tout. Le salaire médian baisse depuis 2009, de façon évidente. Les classes moyennes de tous les pays de l'OCDE s'appauvrit. Je vous donne simplement l'exemple pour la France. Tiens, il a disparu, je vais le remettre. Est-ce que je vais retrouver ça? Non, attendez, je ne sais pas pourquoi. Oui, ça y est, j'ai retrouvé. Pour la France, vous avez les 11 citoyens les plus fortunés ont une fortune égale à celle, ça c'est de la fortune, je vais faire une autre comparaison tout à l'heure, aux 20 millions de Français les plus pauvres. Et en 2003, déjà, les 10% des Français les plus pauvres disposaient d'un patrimoine inférieur à 900 euros. En moyenne de 350 euros. 10% des Français les plus pauvres. Il y a une réelle pauvreté écrasante dans ce pays. Alors si je regarde à l'échelle mondiale, là, je veux dire, c'est Disneyland. Vous connaissez le chiffre d'Oxfam qui diminue tous les ans. L'an dernier, les 62 milliardaires les plus fortunés du monde avaient en fortune, là il y a une asymétrie, l'équivalent des revenus des 3 milliards 500 millions de personnes les plus pauvres. Allez me déterrer Ramsès II et dites-lui ça. Lui-même serait étonné. Bravo le progrès. Nous sommes tous des fellahs. Et certains voudraient qu'on le soit, et ça on va venir. Alors, c'est pas génial. Maintenant, 1% de la population mondiale accapare 50% du PIB. Grosso modo, 10% de la population mondiale est responsable d'un peu moins des 50%, 43 exactement, mais des émissions de gaz à effet de serre du monde, etc., etc., etc. Alors non, la croissance du PIB ne débouche plus sur une augmentation des inégalités, mais au contraire sur l'inverse. Et pour deux raisons assez simples à comprendre. La première, c'est le numérique. Le numérique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le premier robot dans l'industrie, c'est, je crois, Boeing, en 1961. Wow. Mais simplement, la robotique a connu récemment un seuil de progrès. Quand vous lisez les textes plus classiques, Moravec, etc., tous les gens sur les grands noms de l'intelligence artificielle, le grand problème, c'est qu'un automate, un ordinateur par exemple, pouvait remporter une victoire contre le champion du monde des échecs, il y a plus récemment contre le meilleur joueur de Go, mais il était incapable de plier une enveloppe. Et il était incapable de reconnaître votre chien. Difficile pour faire un robot, puis pour faire une bagnole qui va toute seule. Hein. Bah, vous avez vu, c'est plus le cas. Des robots qui plient des enveloppes, je vous en trouve énormément. Des robots capables de reconnaître votre chien, et même vos ennemis, ça peut être utile, ça marche. Donc on a franchi une certaine forme de seuil. Foxconn, hein, le fabricant de matériel électronique, des puces notamment pour Apple, chinois, a déclaré récemment que dans les toutes prochaines années, il allait mettre 60 000 robots dans ses chaînes, qui pour le moment faisaient travailler 100 000 personnes. Et la Chine, évidemment, qui est prise dans son jeu mimétique avec les États-Unis, a déclaré, il y a un mois ou deux, nous, Chinois, allons produire dans les toutes prochaines années 100 millions de robots. Peut-être que nous aurons l'an prochain quelques spectateurs robots aux économistes. Si ce n'est pas ceux d'à côté qui les programment. Mais bon. Donc là, il y a quand même quelque chose de relativement inquiétant. Et donc on est bel et bien, qu'on le veuille ou non, dans une transition numérique. Alors je vais vous passer
tous les rapports. Il y a plein de rapports qui ont été produits, certains par des cabinets mondiaux de consulting, d'autres par des collègues universitaires, etc. Tous nous disent la même chose, tous ont en grosso modo le même genre d'évaluation. Effectivement, dans la décennie, au pire dans les 2 décennies qui viennent, on devrait voir des emplois détruits en masse, relativement qualifiés, par millions, si ce n'est par dizaines de millions. Dans très peu de temps, à Toulouse, dans les ateliers d'Airbus, une nouvelle génération de robots contribuera au montage des carlingues. Et je vous rassure, ce sont des robots éthiques. Ils ont été équipés pour ne pas buter les opérateurs humains. C'est quand même, voilà, le patronat fait preuve de diligence morale à notre égard. Merci. Bon, donc on est face à ça, et c'est effectivement la raison pour laquelle partout dans les pays industriels vient sur le tapis le sujet du revenu d'existence. Vous savez que c'est une affaire assez compliquée, parce que c'est à la fois défendu, oui, par l'extrême droite néolibérale et par la gauche ou l'extrême gauche, peu importe. Et effectivement, c'est quelque chose à double tranchant. Du côté de nos aficionados d'un néolibéralisme sans limite, quand même, il y a des résidus moraux, et on va quand même pas flinguer tous ces gens inutiles. Peut-être ça viendra plus tard, peut-être on aura des moyens, mais dans un premier temps, on va faire comme à Rome. On va les nourrir. Et puis, comme à Rome, et là on est beaucoup plus puissant qu'à l'époque, on va leur donner du pain et des jeux. Bon, les jeux, vous avez vu qu'on est très fort. Hein. Je vous rappelle que le Colisée à Rome, c'est minimum, pour une ville d'1 million d'habitants, c'était minimum, pas le Colisée, excusez-moi, le Colisée c'était 50 000 spectateurs, mais le cirque, vous aviez beaucoup plus d'animation que dans le Colisée, eh bien, c'était au bas mot 150 000 personnes, probablement, certaines évaluations vont même jusqu'à 500 000. Bon, écoutez, je ne veux pas... Voilà, il faut comprendre qu'on pouvait y mettre une partie de la ville. Et imaginez-vous, citoyen romain, vous n'avez rien à faire de toute la journée. Et donc, vous allez au jeu, et le soir, vous allez au théâtre. Et là, Berlusconi, c'est de la rigolade. Parce que le théâtre romain était d'une grossièreté absolument inouïe. C'était vraiment des machines à rendre les gens abrutis. On y parvenait en partie, mais on est pas mal dans le genre aussi. Donc, on a ce scénario-là, mais ce qu'on ne peut pas utiliser, cette transition numérique dont, pour ma part, j'aurais tendance à penser qu'elle ne sera pas durable, je suis même assez certain qu'elle ne le sera pas, même d'ailleurs pour faire ces 100 millions de robots, je ne sais pas comment la Chine va s'y prendre, parce que vous avez quand même besoin de beaucoup de métaux semi-précieux, par rapport auxquels on est déjà au taquet. J'ai donné cet exemple hier, mais simplement pour le fameux Tesla, pour faire ses 350 000 voitures en l'année, donc il doit construire 350 000 batteries. Pour produire ces 350 000 batteries, eh bien, il va manger à lui tout seul toute la production de lithium mondiale. Alors il y a du lithium, il y en a beaucoup. Mais si on devait équiper 2 milliards d'automobiles, des objets connectés qui vont se surmultiplier, les batteries de ces fameux robots, parce qu'évidemment ils marchent à l'électricité, etc., je pense qu'à un moment donné, on va très vite... Alors nos amis du bon anthropocène, il n'y a pas de problème. On va chercher des métaux sur la Lune. On va aller chercher des métaux sur Mars. Et puis si on pète la Terre, on va terraformer Mars. Alors je vous rassure tout de suite, terraformer Mars, pourquoi pas, mais ça mettrait des millénaires. Donc allez-y. Hein. Bon, ça va pas résoudre nos problèmes. Mais bon, donc, est-ce qu'on ne peut pas, pendant ce moment où on va sans doute mettre en place des instruments pareils, vous savez qu'il y a une votation en Suisse, bon évidemment c'était long, mais la Suisse c'est 3,7% de chômeurs. C'est vraiment un pays, on ne risquait pas de voir le RBI, c'était la Suisse. Mais la Finlande va s'y mettre. En France, il y a une nouvelle modalité de calcul qui vient d'être mise au point, qui est assez intéressante. On arriverait à un seuil de 800 € par personne.
Alors que moi, les premiers calculs que j'ai, c'était plutôt 400, ça n'a aucun intérêt. 800, ça commence à devenir intéressant. Donc, c'est vraiment quelque chose vers lequel on va aller. Alors, voilà, mon idée est la suivante. Peut-être complètement débile, hein, vous allez peut-être me dire, mais enfin, en tout cas, j'essaye de trouver quelque chose par rapport à la situation souvent. Je reviens donc à mon diagnostic. On a des populations qui sont totalement polarisées. Si vous proposez un programme un peu écolo, vous allez faire 2%. Donc l'idée, c'est pourquoi ne pas proposer un programme où finalement on essaie de trouver une forme de réponse dans un premier temps à chacun de ces segments de la société qui sont très polarisés. Et je vais les énoncer de la manière suivante. On a tous ceux qui sont partis à Londres, qui veulent gagner beaucoup d'argent. Mais derrière cela, vous avez ce qu'on appelle les emplois nomades. Là, je reprends un autre économiste que j'aime bien, et pourtant il est lui aussi pour être à côté, qui est Pierre-Noël Giraud. Dans son, oui, 5 minutes, hein, dans son livre qui s'appelle L'homme inutile, eh bien, il dit voilà, on a deux catégories d'emplois. On a les emplois nomades. C'est les emplois qui sont essentiellement destinés à l'exportation et qui ont un contenu high-tech très élevé. Et dit-il, on a les emplois sédentaires. C'est les emplois, au contraire, qui sont difficilement localisables. Si vous êtes et c'est pas du tout infamant, hein. Si vous êtes prof de droit constitutionnel suisse, si vous êtes vraiment très spécialisé dans le droit constitutionnel suisse, vous aurez du mal à aller bosser ailleurs qu'en Suisse. Si vous êtes boulanger de quartier, bon, sauf si vous devenez un néolibéral fou et si vous imaginez envahir de vos baguettes le marché entier, quand même, vous avez un marché local et vous allez vendre vos baguettes dans le quartier. Donc on a ces emplois sédentaires. Et en fait, je vais faire se recouper plusieurs choses. Ces emplois nomades sont vraiment très souvent associés à la partie la plus high-tech, souvent la plus capitalistiquement cynique, pas toujours, certains font un petit détour par là, ça c'est très important pour pouvoir s'installer autrement ailleurs. Vous avez la partie des emplois sédentaires où vous avez le gros des gens qui ont voté pour le Brexit. Et puis vous avez une frange minime aujourd'hui, mais pas si minime en potentialité, de tous ces gens qui se veulent hors système, qui pour certains vont mettre sur pied une micro-ferme maraîchère en permaculture, qui vont lancer un Fab Lab écolo, qui veulent faire de l'artisanat à partir des objets open source, une sorte de mélange artisanat, industrie, etc. Il y a tout un tas d'activités extrêmement nombreuses, mais dans lesquelles les gens vont difficilement parce qu'elles ont un seuil de rentabilité qui est extrêmement faible. Donc l'idée, c'est pas un RBI, mais c'est plutôt un impôt négatif, conditionné par l'exercice d'activités d'intérêt général, non rentables en elles-mêmes, celles que je viens d'indiquer et d'autres, pour booster et faire monter en puissance ce tiers secteur. Et puis ensuite, on essaie d'écologiser, alors je vais m'arrêter là, avec des instruments différents, on pourra en parler, l'ensemble. Pour l'ensemble, le faire aller vers le tiers secteur. Mais il ne faut peut-être pas le dire totalement comme ça n'enthousiasme pas tout le monde. Mais en tout cas, dans un premier temps, chacun y trouve son compte, la paix sociale y trouve son compte, et en même temps, l'ensemble de la société évolue vers une société pas simplement bas carbone, parce qu'une société bas carbone, ça a été dit hier, on dézingue la biodiversité, je vois pas tellement l'intérêt, où on dézingue les êtres humains, c'est pas mieux, ça en fait partie, c'est pas très intéressant non plus. Mais où l'ensemble de ces critères, et là, au bout du compte, on arriverait à des choses qui seraient même spirituelles, mais bon, peu importe, on va peut-être pas l'énoncer tout de suite, mais sont satisfaits avec des vitesses d'avancée très différentes, de telle sorte qu'au moins, pour un temps, chacun y trouve totalement son compte. Alors, toute la question, c'est comment on fait, ne serait-ce que pour faire accepter ce projet. Et là, je compte sur vous. Évidemment, je n'ai pas la réponse. Merci de votre attention.